Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8 avec cette semaine Stéphane Cantero qui est venu nous parler autour de son recueil de courtes nouvelles qui s'appelle Pico-Roman aux éditions Edna. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Alors, à la lecture de ces... J'ai eu quand même beaucoup de choses m'ont interpellée. Et je trouve quand même que c'est alors déjà un tour de force de pouvoir en une page raconter une histoire ou de d'interpeller le lecteur sur une question parfois philosophique pour amener un débat ou le faire réfléchir en une page. Je trouve que c'est déjà fort. Mais alors, il y a une nouvelle qui s'appelle Merveilleuse loi 1901. Ah oui. Et on part sur les noms de rue. Donc je dis tiens, les noms de rue, voilà. Et en partant de quelque chose de comme ça très anecdotique ou très anodin, les noms de rue, vous arrivez à nous faire partager un engagement. Oui. Un engagement, je dirais. Alors, politique ou sociétal pour moi, politique n'est pas un gros mot. Oui, non, mais... Oui. Et là, je me suis dit, en une page, c'est une matière à réflexion, effectivement. Et du coup, vous avez cité des noms. Donc, c'est vrai que, bon, vous partez de la rue des Glycines, dans une rue où il n'y aura certainement jamais de glycine à pousser. Donc pourquoi rue des Glycines ? C'est complètement idiot. Et pourquoi pas des noms ? Et là, vous citez Louise Michel, Daniel Casanova, Alexandra Kollontai, Emma Goldman, Clara Zetkin, Hubertine Auclair, Marianne Cohn. Alors, à part Louise Michel, j'en connaissais aucune. Alors, en fait, alors là, c'est terrible. Le point commun de ces femmes, d'abord, ce sont des femmes, et puis des femmes qui, justement, ont eu un engagement. Alors, soit des résistantes... Ce sont des activistes, des militantes. Soit des militantes anarchistes, ou alors de gauche, plutôt. Plutôt, oui. Et marxistes, socialistes. Voilà, et qui ont fait avancer la cause féminine, la cause sociale, la défense des classes populaires, et voilà, enfin de cela. Et voilà, je trouve que, en fait, cette nouvelle, ça part de quelque chose que moi je trouve qui m'indigne et que je trouve déplorable, c'est l'apolitisme ambiant, enfin l'espèce d'aseptie politique qui existe dans notre société. On ne veut pas cliver la société. Voilà, mais du coup, on tombe dans le politiquement correct. Voilà, et c'est ça. Quand une commune décide de choisir un nom de rue, quand je vois les noms de rues qui sont donnés parfois dans les communes, dans les lotissements, mais ça n'a aucun sens. Pourtant, il y a eu des gens qui ont fait des choses très bien, je suis sûr, dans chacune de ces communes. Il y a forcément eu des gens qui ont fait des actes héroïques ou qui ont apporté des choses. Si on pouvait rendre hommage à la mémoire de ces gens-là disparus, ce serait chouette. Voilà. Et puis plutôt qu'une rue des Mimosas. Voilà, oui. Ou rue, je sais pas moi, de... Voilà, c'était la rue des Roses, rue des Mimosas, rue des Glycines. Donc, bon, peut-être je crois que l'association s'appelle l'association contre les noms de rue à la con, non, c'est pas ça. Oui, contre les noms à la con. Oui, voilà. Bah oui, parce que c'est le mot, quoi, en fait. C'est le mot. Puis là, c'est l'exemple même de dépolitisation totale et d'absence totale de réflexion, et je trouve qu'on en meurt de ça. Nos sociétés, notre démocratie en meurt aussi. Voilà, pour moi, elle est assez agonisante, notre démocratie. Et pourquoi ces femmes-là en particulier ? Parce que ce sont des femmes.
Et voilà. Parce que c'est quand même des noms. Il y en a marre de ces noms de mâles blancs, vieux mâles blancs décorés. Il y en a marre, en fait. Voilà, je trouve que. Je pensais pourquoi ces femmes-là, parce que Louise Michel, c'est vrai que c'est quand même un nom qui est passé à la postérité. Oui, on a des écoles. On a même une rue à Paris. Il y en a. Et certaines aussi d'elles. Hein, Clara Zetkin, je suis pas sûr. Emma Goldman, je suis pas sûr non plus. Mais Daniel Casanova, Aubertine Auclair, il doit exister des noms de rues en France à ces noms-là, sûrement. Sûrement, mais vous n'êtes pas sûr. Je suis pas sûr. Non, mais faudrait regarder dans Google. Et ces femmes-là, alors, outre le fait qu'elles sont... parce qu'il y en a eu bien d'autres, c'est une manière aussi de les sortir de l'ombre. Voilà, un petit peu, oui. Mais alors, les pauvres, elles vont pas sortir beaucoup de l'ombre parce que je vais pas avoir beaucoup de lecteurs. On ne sait pas. Voilà, mais voilà, c'était une façon, moi, de dire, voilà, stop, quoi. Il y en a marre des vieux mâles blancs décorés et toujours les mêmes et voilà, on parle sans arrêt d'égalité, de faire avancer les femmes et autres, et puis faisons des actes. C'est bien les mots, mais les actes c'est mieux, et ça peut être un acte, et puis même si ça n'engage pas grand chose, hein, mais voilà, c'est anodin, mais quand même il y a tout ce que ça implique derrière, il y a l'implicite. Oui, en fait, c'est l'idée qui est derrière. Voilà, ouais. Je veux dire, même vous, par exemple, dans cette nouvelle qui fait qu'une page, si je crois, elle ne fait qu'une page. Voilà, on peut arriver à donner matière à réflexion aux édiles, quoi, quand même. Bah oui. Il y a un petit peu d'imagination. Je vais envoyer le livre au maire de ma commune. c'est ça. Mais bon, des coups de gueule, il y en a quand même quelques-uns dans votre recueil. Alors, j'ai trouvé une très belle déclaration d'amour. D'accord. Alors, même si effectivement on ne s'attend pas à la chute. Oui. Mais je pense qu'un homme puisque là c'est une lettre qu'il écrit à une femme. Ah oui, il prend acte de la rupture. Voilà, il prend acte de la rupture. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes à avoir cet hommage pour une femme qui la quitte. D'accord, oui. La réalité, en tout cas judiciaire, que moi je peux vivre, c'est plutôt des gens qui sont plutôt dans... qui trucident plus quand ils sont... qui sont plutôt dans la violence et autres que oui, dans l'hommage, c'est certain, oui. Parce qu'en général... C'est la réalité plutôt, oui. Oui, les réactions quand un homme est quitté, la réaction est quand même plus violente. Oui, c'est vrai, oui. Là donc aussi, celui-là, vous l'avez trouvé pareil, où ? Tant qu'on restera sur des schémas de propriété, d'appropriation, de possession, eh bien on restera dans des schémas de violence au moment des séparations. C'est pas une histoire de droit, ça ? Aussi, oui, je pense, ouais, mais surtout aussi de mentalité, je pense. Le droit à la vie dure, quand même. Oui. J'imagine le code Napoléon, ça n'a pas dû aider. Non, c'est sûr. Dans la libération de la femme. Non, quoi. c'est clair. Oui. Alors peut-être que le droit aujourd'hui, il y a encore pas mal de lois qui sont. Oui, qui restent un peu. Oui. Puis la société, de toute façon, quoi qu'on en dise. Oui, l'inconscient collectif est quand même très patriarcal. Ouais. Oui, encore, oui. Puis les notions de possession, quand même, mais hommes comme femmes. C'est mon mari. Voilà. C'est ma femme. Voilà. C'est pas la femme qui partage ma vie. Oui. Le fait de... Enfin bref, ça nous pousserait loin dans la réflexion. Là, c'est... Mais là, pareil, je trouvais que c'était une belle déclaration d'amour. Donc là, c'est purement fictif, finalement. Ah oui, complètement. Ah oui, j'ai pas vécu de séparation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans votre... vous avez pas... été inspiré par quelqu'un complètement. dans votre métier. C'est purement inventé. Non, c'est purement inventé, oui. Ou c'est peut-être un souhait si les hommes pouvaient aller vers oui, voilà, ça. Ouais. Non, puis c'est surtout aussi, alors si c'est parti d'une réflexion quand même, on s'aperçoit que parfois, notamment chez les hommes, on a l'impression quand même que les femmes construisent beaucoup leurs hommes. Mais on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Oui, et que les femmes construisent beaucoup et que parfois, ces hommes-là, une fois qu'ils sont bien construits, bien
bien, voilà, une fois mature et qui est capable d'autonomie, d'initiative, et bien c'est là où il décide de rompre et d'aller voir plus jeune parfois. Et je trouve ça, enfin, c'est terrible en fait, c'est terrible parce que finalement le fruit du travail de la femme qui aura passé plusieurs années, c'est pas elle, c'est pas à en faire un homme mature. Et bien c'est pas elle qui en profite. Et je trouve ça vraiment assez terrible. Et pourtant, c'est pas son rôle, la femme. Non, c'est pas son rôle. Mais de fait, je pense que ça reste quand même ça reste assez courant. Assez courant, en fait. Ouais. Oui, d'ailleurs, l'expression qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, ça s'est forcément inspiré de faits réels, comme on dit. Quoi. Oui, voilà, inspiré de faits réels, ouais. Bon, oui, après, on voit bien que dans des carrières, qui c'est qui va renoncer à faire une carrière, ça va être toujours la femme, c'est rarement l'homme. Hein. Oui. On est d'accord. Oui, alors, complètement d'accord, oui. Est-ce que parfois alors vous avez une nouvelle qui s'appelle On est, alors du verbe naître, oui. Très vieux. Oui. Oui. Et là je me suis dit c'est aussi une réflexion comme ça, alors pertinente parce que c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Oui. Je me dis effectivement les enfants aujourd'hui, enfin en fait, ça c'est pour l'inconscient collectif, enfin l'histoire de l'humanité d'un enfant d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de Cro-Magnon. Alors qu'on a le même cerveau. Donc c'est pour dire, c'est qu'un jour où j'ai lu cela, que notre cerveau, finalement, la constitution même de notre cerveau, il est le même que l'homme de Cro-Magnon, en fait, je crois. Enfin, sauf erreur de ma part. En gros, en capacité, quoi. Voilà, en capacité, aujourd'hui, on a le même cerveau. Et donc, nos capacités d'aujourd'hui par rapport à l'homme de Cro-Magnon, elles nous viennent d'où ? C'est pas la nature, c'est pas l'inné, c'est donc l'acquis. Et l'acquis, et c'est d'ailleurs pour ça que l'humanité est assez immature, en fait, c'est parce qu'il nous faut beaucoup de temps pour grandir. Et en fait, ce temps-là, c'est pour ingurgiter, finalement, toute l'histoire de l'humanité. Tout ce qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a d'inné. C'est ce qu'on va acquérir, mais acquérir depuis des générations et des générations et des siècles d'histoire. Donc nous sommes vraiment des hommes, des êtres de culture. De culture, vraiment. En 20 ans, on va imprégner toute l'histoire de l'humanité et beaucoup plus. Elle est en nous, quoi. Voilà. Mais alors ça, c'est un héritage de l'histoire d'abord. Après, bien sûr, on va aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que l'humanité, malgré tout, progresse. Il faut rester optimiste, je l'espère. Mais et c'est pour dire que, et notamment, c'est là où on s'aperçoit que le racisme n'a aucun sens quand on dit les capacités physiques ou les capacités naturelles, parce qu'on n'est pas des êtres de nature, on est des êtres d'histoire, de culture, parce qu'on a tous ce qui nous unit est bien supérieur à ce qui nous différencie, sépare, nous différencie. Donc c'est pas la nature, c'est... Et là, c'est parti d'une lecture, une réflexion. Quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Réflexion du jour. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je dis à la fin, je crois, de mémoire, c'est qu'on est constitué finalement de plus de morts que de vivants. Exactement. Voilà. Oui. Assurément, comme vous tous, je serai constitué de plus de morts que de vivants. Voilà. Bon, alors on est très vieux, voilà, on est NAIT, très vieux. Très vieux. Bah oui, on a plus de 20 000 ans d'expérience. Et donc, c'est vrai que c'est toutes ces... Alors, certaines sont des tranches de vie aussi, mais quelques-unes de vos nouvelles, comme ça, de vos micro-nouvelles, sont des réflexions et qui interpellent, en fait, quoi. Et
on ne se pose pas forcément, c'est bien, vous nous faites nous poser la question. Et tout au long de votre livre, il y a comme ça, vous nous faites nous poser des questions. Bon, c'est le rôle d'un livre aussi. Hein. Oui, c'est de nous faire avancer. Oui, c'est vrai. L'exercice s'y prête, quoi, de faire des choses très courtes comme ça s'y prête. Ce serait, à mon avis, c'est bien plus compliqué d'écrire un roman. J'ai jamais essayé, mais à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faut nourrir, il faut que l'enchaînement de l'intrigue, les personnages soient beaucoup plus fouillés, alors que là, on peut se permettre juste de mettre l'accent sur une question particulière, une réflexion particulière. Voilà. Donc voilà, je rappelle le titre de votre recueil, Pico-roman, courte nouvelle, de la fiction pure à la biographie romancée. Voilà. Aux éditions Enna. Et nous, on se retrouve demain, puisque nous avons encore 2 jours à passer ensemble. Très bien. Merci. À demain. Merci Nathalie. À demain. Stéphane Cantero, Pico-roman. Dieu à la con. Nous étions la nuit du 29 mars 2019, la veille de ses 50 ans. Il ne voulait pas se coucher. Il voulait garder l'œil ouvert toute la nuit. Sa mère lui avait dit qu'il était né à 19h, ce fameux 30 mars 1969, lui laissant presque 20 heures devant lui. Il voulait vivre chacune des dernières secondes de sa quarantaine. Il avait tellement adoré la quarantaine. Comme si les 4 décennies précédentes n'avaient servi qu'à préparer ses taches d'or. Putain, 10 ans seulement. Ça ne durait que 10 ans. C'était dégueulasse. 10 ans de bonheur et terminé. Rideau. Place à la cinquantaine. Avec la fatigue, avec la possibilité de l'AVC, de la crise cardiaque, du cancer. Saloperie de cinquantaine. Et après, la soixantaine. La maison de retraite. Le service gériatrie d'un hôpital local. C'était dégueulasse. Rien que le débit l'aurait empêché de dormir de toute façon. On devrait pouvoir choisir, se disait-il. On devrait choisir sa décennie et ne s'en tenir que là. 60 ans de vie de quadragénaire. 6 âges d'or consécutifs. Ça serait bien. Si un Dieu existait, c'est ça qu'il aurait fait. Pas des trucs nuls comme faire soi-disant marcher un type sur l'eau ou faire pleuvoir des grenouilles. La preuve que les dieux n'existent pas, c'est qu'on leur fait faire des trucs complètement foireux. Voilà. Lui aurait choisi de naître à 40 ans et de vivre 6 ou 7 fois de suite entre 40 et 49 ans. Il imaginait déjà les objections des rabat-joie, que ça poserait des problèmes de surpopulation de cadras. Mais non, pensait-il. Il y aura bien des cons pour vouloir ne revivre que leur putain d'adolescence ou leur foutue retraite. Fruits de mer. Des crabes. Des crabes plongés dans de l'eau froide et bien salée. Cette eau idéale avait été préalablement versée dans une grande casserole posée sur le feu. Voilà ce que nous étions. On n'a rien senti. On n'a pas senti la première chaleur d'un système économique tellement efficace qu'il pouvait se passer des hommes et permettait de concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule classe. On n'a pas senti, lorsque la démocratie est devenue une farce, réduite à choisir entre 2 ou 3 personnages une fois tous les 5 ans. On n'a pas senti quand le droit conçu par les dominants dominés, fidèles à leur maître, appliqué par une institution judiciaire tenue par les mêmes, et les journaux qui avaient tous été achetés par les classes dominantes, avaient été mobilisés pour maintenir les rapports de force. On n'a pas senti quand les forces de cet ordre avaient été suréquipées de matériel toujours plus efficace et dangereux. On n'a pas senti quand on a remis aux ordres du jour les morales et les inquisitions. On n'a pas senti quand on a été tous fichés, tous suivis dans nos intimités les plus secrètes et les plus subversives. Quand certains ont commencé à sentir l'eau bouillir, il était trop tard. On a fini tous rougis, mais pas d'un rouge qu'il aurait fallu.
la reine des preuves. L'audience n'avait duré que 3 jours. Rien n'y avait fait, ni ses proclamations d'innocence, ni les paroles d'amitié de ses proches, ni le talent de son avocat. Dès les premiers échanges avec la présidente et les premiers regards qu'il avait jetés au juré, Henri savait qu'il allait être condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. À l'annonce du verdict, il posa une dernière fois les yeux sur le pull vert exposé dans la vitrine des pièces à conviction que l'huissier avait refermé après que le pull eût été présenté à l'expert généticien, ce pull qu'il n'avait jamais vu et qui portait son ADN. Ce pull était celui que portait Rebecca, la victime, devenue, par l'effet de la vérité judiciaire qui venait d'être dite, sa victime. Personne n'avait su et ne saurait jamais qu'en réalité, ce pull avait été celui d'une première jeune fille qui, une nuit, en rentrant de discothèque, avait découvert Henri étendu dans la rue sur un trottoir, sans connaissance. Il faisait froid. Elle avait appelé les secours et, en attendant leur arrivée, avait posé son pull sur Henri. Une fois les secours sur place, elle reprit son pull. Le lendemain matin, elle trouvait qu'il sentait une odeur désagréable, mélange de sueur et de bière. Elle le jeta alors dans une benne le relais. C'est ainsi que Rebecca entra en possession de ce pull vert après l'avoir acheté dans un ding-fring. Elle l'aimait bien, il était à la mode et comme neuf. Elle avait décidé de le porter le soir de juin où un homme sortit d'un buisson le long du halage pour se jeter sur elle, la violer et l'éventrer. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.